Ça se passe le 2 janvier 1935 vers 13h20. Il y a un homme qui dit s'appeler Roland T. Owen qui s'enregistre au Président Hotel à Kansas City, aux États-Unis, et on lui attribue la chambre 1046. Donc l'histoire s'intitule la chambre 1046. Hein. Elle est connue sous le nom de la chambre 1046 dans le monde entier, j'ai envie de dire. Enfin, surtout aux États-Unis. Parce que je crois que c'est une histoire qui est pas trop connue. Je sais pas si vous la connaissez. Moi, je la connaissais pas avant que tu m'en parles. Je la connaissais pas. Ok, bon, c'est bien. Des témoins disent qu'il devait avoir entre 20 et 35 ans. Il avait les cheveux bruns et courts, une cicatrice au niveau du cuir chevelu et des oreilles en chou-fleur, comme les boxeurs. Ok. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Ça se dit en français, les oreilles en chou-fleur. Je l'entends pas souvent, je t'avoue. Après, oui, ça se dit peut-être. Ok. Le groom nommé Randolph le guide jusqu'à sa chambre et sur le chemin, Roland il fait que de se plaindre d'un hôtel qu'il vient de quitter juste à côté où il trouvait les tarifs vraiment exorbitants. Et donc Randolph remarque que Roland a seulement emmené un peigne, une brosse à cheveux et un tube de dentifrice avec lui. Alors je sais pas trop comment il a réussi à regarder dans son sac. Mais apparemment, il voit que Roland voyage très très léger. Roland va ensuite déposer ses affaires et redescendre dans le hall où la réception le verra sortir pour revenir, faire des allers-retours plusieurs fois pendant tout son séjour à l'hôtel. Ce sera ensuite au tour d'une femme de chambre, Marie, de rencontrer Roland. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle venait pour nettoyer, il était là et qu'il la faisait rentrer quand même et il la laissait jamais nettoyer toute seule en fait dans la pièce. Il était toujours présent dans la chambre. Elle se souvient qu'il lui demandait de ne pas verrouiller la porte quand elle partait parce que un ami à lui devait venir lui rendre visite bientôt. Il lui demandait aussi de laisser les volets complètement fermés, de garder la pièce dans le noir à l'exception d'une petite lampe de chevet à la lumière très faible qu'il gardait allumée. Tout le personnel qui est entré dans la chambre de Roland dira qu'ils ont remarqué la même chose, qu'il faisait tout le temps sombre, à part cette petite lampe, quoi. Et Marie, donc la femme de chambre, elle dira également dans son rapport de police qu'elle trouvait ça bizarre et que quelque chose semblait inquiéter ce Roland, ou alors qu'il avait peur de quelque chose. C'était son ressenti sur son comportement atypique et ses exigences assez particulières au niveau de la chambre. Et vers 16 heures, elle est revenue le voir pour lui apporter des serviettes propres et elle l'a trouvé encore allongé sur le lit, complètement habillé, toujours dans le noir, avec la porte ouverte. Elle était partie, elle l'a laissée ouverte, elle est revenue, elle était toujours ouverte. Elle s'est dit, son pote, il est pas venu. Ils se parlent pas beaucoup, en fait. Elle rentre, elle fait son travail, mais elle remarque que y a un mot, je crois que c'est sur la table de chevet, où il est écrit « Donne, je serai de retour dans 15 minutes, attends-moi ». Donc apparemment, il a dû quitter la chambre pendant quelques instants, et il aurait laissé un mot à son pote, dans le cas où il viendrait et il trouverait la chambre vide. Enfin, moi, c'est ce que j'en déduis, parce que... Ouais, genre il voulait aller aux toilettes ou un truc comme ça, quoi. Après, j'espère qu'il y a des toilettes dans sa chambre, quand même. On était dans les années 1930, pas dit, hein. Je sais pas. Ah ouais. Oui, je n'ai pas pensé à ça. Mais je pense que... Non, si, quand même. Si, excuse-moi, il y avait une salle de bain dans la chambre. Ah, ok. Je suis bête, je le sais. Donc voilà. Donc Marie, elle se dit ok, d'accord. Elle quitte la chambre et elle continue son service. Et le lendemain matin, vers 10h30, elle est de retour dans la chambre 1046 pour la nettoyer et elle remarque que la porte a été verrouillée de l'extérieur. Elle se dit c'est pas grave, hein, c'est la procédure normale quand le client il est parti, qu'il a quitté sa chambre. Et elle se dit, Roland, il a dû soit la fermer à clé quand il est parti, donc il est plus là. Elle se dit qu'il est plus là. Elle utilise sa clé à elle, la clé de l'hôtel, pour rentrer, mais Roland est bien là, toujours dans la même position, sur le lit, assis, les lumières éteintes. En gros, ça veut dire que quelqu'un l'a enfermé dehors, quoi. Quelqu'un, ouais, par à exemple... l'intérieur, plutôt. Ouais, peut-être que son pote, il est venu, et puis quand il est reparti, il a fermé de l'extérieur, en gros. Ok. Voilà.
Mais bon, ça avait pas l'air de le gêner, il est toujours en train de faire la même chose, assis sur son lit, les lumières éteintes. Donc, elle trouve ça bizarre, bien sûr, mais bon, elle fait son travail, encore une fois, elle dit rien, hein, ça la regarde pas. Et elle repart sans rien dire de plus. Ah non, attends, excusez-moi, je me suis trompée, elle repart pas, elle est encore là. Elle était en train de nettoyer et puis le téléphone, il sonne. Ok. Le téléphone de la chambre. Et Roland décroche. Il dit, je cite, non, donne, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas faim. Je viens de petit déjeuner. Et il répète une deuxième fois, non, je n'ai pas faim. Donc, s'il a été enfermé de l'extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que son pote, il a dû sûrement passer, parce que c'est pas Roland qui a été fermé de l'extérieur, il y a quelqu'un qui a dû rentrer et repartir. Et s'il lui parle au téléphone, c'est par A plus B, ils se sont vus obligatoirement. Bah, ils se connaissent déjà. D'accord. Ouais, ils se connaissent, et puis voilà, il y a eu de l'action, enfin de l'action. Ils se sont vus, à un moment, c'est Ouais. obligé. Donc, pourquoi est-ce qu'il reste encore dans le noir, assis sur son lit comme un psychopathe? Parce que là, ça commence à faire 2 jours de suite, je crois, que la femme de chambre, elle le trouve dans cette position. Bref, c'est bizarre, et la femme de chambre, elle en pense pas moins. Roland va soudainement s'adresser vraiment à Marie pour la première fois. Il va la questionner, il va lui demander combien de chambres est-ce que vous occupez dans l'hôtel? Combien vous en nettoyez? C'est quel genre de personnes qui vivent dans cet hôtel? Parce que oui, à l'époque, il y avait des gens qui vivaient dans les hôtels toute l'année. Ils louaient la chambre au mois. Donc voilà, il demande c'est quel genre de personnes qui habitent dans cet hôtel. Il lui demande aussi si il y en a d'autres qui se plaignent du prix de l'hôtel d'à côté. Ok. Vraiment, il s'en est pas remis. Et elle va juste répondre rapidement, sans perdre trop de temps. Oui, non, je dois nettoyer 20 chambres, voilà. Et puis, elle finit de nettoyer et elle part. Marie, encore une fois, comme toujours, elle revient vers 16 heures pour lui ramener des serviettes. Elle s'approche doucement devant la porte parce qu'elle entend 2 voix d'hommes qui discutent. Et il y en a un qui a une plus grosse voix que l'autre. Donc elle se dit, ah bah ça doit être son ami Don. Elle toque et la grosse voix répond, c'est qui? Merci pour cette voix, c'était cool. Elle dit, c'est qui? Elle dit qu'elle vient déposer des serviettes propres et le mec dit, on n'en a pas besoin. Donc Marie, elle s'éclipse, même si elle sait que c'est pas vrai parce que elle est venue les chercher le matin même, les serviettes sales, ils en ont pas et puis ils vont sûrement en avoir besoin d'ici le lendemain matin. Enfin bon, elle se dit, voilà, elle en a pas besoin, ok, elle s'en va. Et on rapporte plus tard que la femme qui va occuper la chambre d'à côté au 10-48, elle va dire entendre cette soirée-là plusieurs voix très fortes qui l'ont dérangée, qui se disputaient. Elle a entendu des insultes qui provenaient certainement de la chambre de Roland, la chambre 10-46, mais elle n'est pas sûre parce que au même étage, dans la chambre 10-55, il y avait une fête et il y avait des gens qui faisaient du bruit quoi toute la Ouais. nuit. Peut-être qu'il y avait une dispute à la fête. Elle n'est pas trop sûre, mais elle sait qu'elle a entendu des insultes et que c'était probablement la 10-46. Mais bon, voilà, c'est pas sûr. À 7 heures le lendemain matin, Della, la réceptionniste, prend son poste et remarque une lumière rouge qui clignote sur la chambre 10-46. En fait, c'est le téléphone de Roland qui est décroché, qui n'a pas été bien raccroché, quoi. Et elle fait envoyer le groom, notre cher Randolph du début, à la chambre pour lui dire écoute, Roland, raccroche ton fucking téléphone, quoi. Donc, du coup, Randolph, il y va, il arrive devant la porte et il aperçoit qu'il y a un panneau ne pas déranger. Enfin, un panneau. Ouais, les Vous savez, trucs le à petit la truc. poignée, là. Ouais, ne pas déranger. Bon, c'est bien gentil, hein, mais il doit faire son taf. Alors, il cogne quand même et il entend une voix lui dire tout doucement « Rentrez, allumez les lumières. » Vous avez tous entendu ce que j'ai dit? Ouais, c'est flippant. Ok. Donc, Randolph, il essaye de rentrer, mais c'est verrouillé. Et il n'y a personne qui se lève pour lui ouvrir. Donc, il se dit, vas-y, ça me saoule.
Il se dit Roland, il doit être bourré. Donc, il lui dit remettez s'il vous plaît le téléphone sur son socle. Et puis, il part. Il retourne à la réception. Ok, il rentre pas donc. Non, il rentre pas, Ok. il arrive pas à rentrer. Et puis, voilà, il y a écrit ne pas déranger. Donc, il se dit au moins, je lui ai dit de remettre le téléphone sur son socle. Et puis, c'est tout. 1h30 plus tard, vers 8h30 du matin, Roland n'a toujours pas remis le téléphone sur son socle. Donc à la réception, il commence à perdre patience, ça les gêne déjà, parce qu'il y a la lumière qui clignote et c'est chiant. Et là, c'est un autre groom, Harold, qui est envoyé et il se dit, vas-y, je vais aller voir ce qui se passe vraiment dans cette chambre parce que ça commence à être bizarre. Il utilise son passe-partout pour rentrer dans la chambre. Là, il voit Roland dans son lit, encore, tout nu, cette fois-ci, probablement bourré, et tout autour de son corps, il remarque que c'est très foncé, genre les draps sont bien noirs, dans le noir, accessoirement, mais ils sont noirs quand même. Il remarque qu'il y a une tache, quoi. Bon, après, il se dit, écoute, je m'en fiche, c'est pas ma vie. Il remarque aussi que le téléphone, il est par terre, complètement renversé. Harold, il remet le téléphone sur la table de nuit et il raccroche le téléphone une bonne fois pour toutes et il s'en va. Il aime pas trop l'ambiance, il se casse. Et vers 10h30, rebelote, le téléphone est de nouveau décroché. Ok. C'est chiant, Roland. Ah bah ouais, Roland, putain, il est un peu relou. Hein. Ouais, c'est chiant. Donc là, ils disent Randolph. Randolph, putain, mais c'est dur comme nom. Ça. Randolph, s'il te plaît. Donc Randolph, qui en a bien marre de la chambre 1046, ils lui disent s'il te plaît, retourne-y une dernière fois. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose pour de bon. Et Randolph, il monte. Et par contre, cette fois-ci, c'est pas, il va pas tomber sur la même scène, quoi. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ah. Il dit, je cite, quand je suis entré dans la chambre, cet homme était à 50 cm de la porte, à 4 pattes, mais les coudes au sol, genre il était comme ça, donc pas à 4 pattes avec les mains, mais les coudes, tenant sa tête entre ses mains. J'ai vu qu'il avait du sang sur sa tête. C'est là que j'ai allumé la lumière, j'ai regardé la pièce et il y avait du sang partout, sur les murs, le plafond, sur le lit et partout dans la salle de bain. Ça m'a fait peur, je suis immédiatement ressortie et je suis descendue à la réception. Bon, là quand même, ils vont faire quelque chose, ils vont arrêter leurs allers-retours toutes les demi-heures et ils vont ils se disent, vas-y, on y retourne, on va examiner le corps, parce que Randolph, il a rien fait, il a eu peur, il est parti en courant. Et Ronald, il remarque, une fois devant son corps, qu'il a des blessures partout, qu'il a été attaché au niveau du cou, des poignets et des chevilles. Donc ils en déduisent qu'il a dû être torturé, son crâne est fracassé, on l'a poignardé plusieurs fois dans le thorax, ce qui lui a perforé un poumon. Tout le tour de son cou est marqué par des marques. J'ai vraiment écrit ça comme une pro. Par des marques de strangulation. Mais attention, il est vivant. Ah. Ne me demandez pas comment, je sais pas, mais il est vivant. Un policier perd pas de temps, il commence à le questionner, bien qu'il soit pas très en forme. Le monsieur, il est à peine conscient et il a du mal à parler. Il lui demande s'il a quelconque souvenance de quelqu'un dans sa chambre avec lui. Et Roland lui répond « Personne ». Ok. Lui répond « Personne ». Voilà. Il se souvient de personne dans sa pièce, selon lui. Roland dit qu'il est tombé dans la salle de bain et qu'il s'est cogné contre le rebord de la baignoire. Ouais, donc ça explique le sang partout sur les murs et tout, quoi. C'est ça, exactement. Donc le lit, tout ça, bien sûr. Et en fait, il s'est cogné, puis ensuite, il est allé danser la Zumba dans la chambre à côté. Ça fait gicler le sang. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça. Le policier lui demande s'il a essayé de se suicider et Roland répond non. Bon, l'interrogatoire se termine là. Roland, il finit par perdre connaissance et il est emmené rapidement à l'hôpital. Sauf que il va y décéder quelques instants après son arrivée, malheureusement. Ah ouais, donc on saura pas beaucoup de choses en plus en fait sur Roland, quoi.
Parce qu'il va rien Ah, nous si, dire si. de plus au final. À lui, non, mais t'inquiète pas, il y a 40 000 rebondissements dans cette affaire. Ah, stylé. T'inquiète. Là, c'est pas fini, là. Alors, attendez, j'en étais où? Là, pour l'instant, Ah, le lui. chat kiffe tes imitations de Roland. Ils sont en immersion là, donc tu peux y aller. Hein. Ok. Le médecin dit que ses blessures se sont produites environ 7 heures avant qu'il soit découvert dans sa chambre. Donc il était mal depuis très longtemps. Vous vous souvenez quand le groom il est monté la première fois et qu'il a entendu André allumer la lumière, mais que c'était fermé, bah, il était sûrement en train d'agoniser à ce moment-là déjà. Donc voilà, c'est probablement pourquoi il parlait tout bas. Ou peut-être que, une théorie déjà, attention, commence tôt, peut-être que c'était Don, son soi-disant ami, qui n'avait pas encore quitté la scène de crime. Ou alors peut-être quelqu'un d'autre, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est le tueur qui attend et qui dit vas-y rentre et que bah il sait que c'est fermé. Et puis si jamais la personne rentre, peut-être qu'il avait prévu de le tuer aussi. Ouais, parce qu'ils étaient deux de toute façon dans un moment donné. On a entendu deux Oui, voix. c'est vrai. Ouais. Oui. Uh-huh. Attendez, j'ai l'impression que j'ai pas dit que la femme d'à côté, dans la chambre, elle avait entendu des gens se disputer, mais c'était la voix de 3 personnes. Ah, Je crois que j'ai sauté une phrase, excusez-moi. Genre, elle a entendu que c'était 3 personnes qui se disputaient. Donc 2 hommes et une femme. il y avait une Que femme. Ok. c'était ouais, que c'était possiblement dans la chambre 1046, mais elle a dit peut-être que c'était peut-être une dispute qui venait de la fête au bout du couloir. Voilà. Ils analysent la scène de crime, les empreintes digitales sur le téléphone notamment, et ils retrouvent ce qu'il semble être des empreintes digitales appartenant à une femme sur le téléphone. Ils ne trouvent aucune arme, rien du tout, que Roland aurait pu peut-être utiliser sur lui-même dans le cas d'un suicide, ou même dans le cas où il se serait fait tuer, hein, parce qu'il a été frappé, etc., poignardé, ils retrouvent rien du tout sur la scène de crime. La police va étudier en détail le registre des clients à la réception. Il voit que Roland a indiqué venir de Los Angeles, mais la police enquête et y trouve personne du nom de Roland T. Owen dans la ville. De toute la ville, et même je crois, ils ont dit de tous les États-Unis, il n'y a pas un seul Roland T. Owen. Bon, après, c'était en 1930, on va dire qu'il n'y avait pas autant de gens. Et voilà, introuvable. Ils font ensuite quelques recherches pour retrouver son fameux ami Don. Après, ils n'ont pas grand-chose, hein, ils ont juste le prénom Don. Donc la police se demande qui ça peut bien être, mais ils trouvent, comme par hasard, absolument aucune info, aucune piste sur lui et qui ça pouvait être. Et pourquoi Roland l'attendait depuis 2 jours dans le noir complet. Il était quand même chelou. Hein. Ouais, non, mais c'est complètement Roland aussi. bizarre. Déjà, sa façon d'agir est ultra chelou, quoi. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à un espion un peu. Genre, il y a beaucoup d'histoires d'espions dans les années 1930, là, où on retrouve des corps et tout, et puis ils s'enregistrent dans des hôtels, et puis après on les retrouve morts. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Et là, petit avancement dans l'histoire, on va dire, l'hôtel d'à côté, dont Roland n'arrêtait pas de se plaindre, contacte la police et leur disent qu'ils ont hébergé quelqu'un qui correspond à la description de Roland la nuit du 1er janvier. Il se serait enregistré sous le nom de Eugène K. Scott. Deuxième Donc, nom. Donc. encore un autre alias. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, la police elle cherche le nom et elle trouve aucune trace de citoyen américain sous ce nom-là. Encore personne. La police se stagne et décide de faire enterrer le corps. Avant ça, le 3 mars, elle fait publier dans le journal l'annonce de son enterrement, au cas où quelqu'un à la dernière minute se rappelle de lui ou je ne sais quoi, qu'ils mettent son portrait robot, son portrait robot. Est-ce que c'est vraiment un portrait robot? Ils mettent une illustration de sa tête, voilà, dans le journal, et ils mettent est-ce que vous reconnaissez cet homme? Et donc ils indiquent qu'ils vont l'enterrer quelques jours plus tard. Et ce même jour, la morgue où se trouvait son corps reçoit un appel anonyme qui leur dit s'il vous plaît, décalez la date, on est prêt à envoyer de l'argent, tout l'argent nécessaire pour qu'il soit enterré dignement. Mais s'il vous plaît, pas demain. La personne, elle dit qu'elle aimerait que Roland soit enterré près de sa sœur. Uh-huh. Donc là, on commence à avoir un peu plus de personnages autour de Roland, on va dire. Donc le gars de la morgue dit que la police va être mise au courant. Il lui dit tout de suite, tu sais, tu m'appelles là, mais
Je vais le dire à la police, hein, tout ce que tu me dis. Et la personne lui dit, bah, pas de problème, ça me dérange pas. La personne va même lâcher des informations jusque-là inédites quand le gars de la morgue, oui, je l'appelle le gars de la morgue, mais comprenez les pompes funèbres. Ouais. Donc le gars de la morgue va tenter le tout pour le tout. Il se dit, on a une personne intéressante au bout du fil là pour l'affaire. Il demande pourquoi Roland a été tué. Et la personne répond parce qu'il a eu une liaison avec une femme alors qu'il était fiancé à une autre. La personne au téléphone dit qu'elle aurait donc arrangé une rencontre avec les deux femmes et Roland au président hôtel pour se venger. Donc un petit guet-apens sympathique. Et du coup, Elle ils les finira, attendaient depuis 3 jours alors. Il c'est était... ça, Ouais, c'est ok. il est en avance. Mais ça explique pas aussi pourquoi il restait dans le noir. Enfin, Bah oui, c'est... Ouais. après, c'était peut-être des instructions, hein. Tu vas m'attendre dans telle chambre, dans le noir, pendant 2 jours. Enfin, après, ouais, je sais pas. Elle finira par dire: «Le karma s'occupe toujours des trompeurs» et sur ce, elle raccroche. Ouais, elle était pas trop team Roland, quoi. Hein. Non, pas du tout. Mais elle veut quand même l'enterrer à côté de sa sœur. Ok. L'enterrement est donc repoussé et le 23 mars, la morgue reçoit de l'argent, toujours de manière anonyme, dans une enveloppe dans laquelle se trouvent 25 $ de l'époque, ce qui correspond à 500 $ environ aujourd'hui. La personne contacte de la même manière des fleuristes, puis leur envoie de l'argent, pareil, de manière anonyme, pour livrer des fleurs le jour de l'enterrement. Et ils le font, ils mettent un arrangement, comme elle l'a demandé, de 13 roses américaines. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Apparemment, peut-être qu'il y a un message derrière. Je sais pas Ok. trop. Elle leur envoie également une carte de vœux dans laquelle elle a inscrit d'une écriture déguisée Love Forever Louise. Voilà, donc là, elle a signé son blaze. Louise. Ça prend des risques. Ouais, et c'est quoi que t'appelles écriture déguisée? En fait, elle a utilisé Les une journaux, là? règle pour écrire. Ah, ok. Oui, ou une. Ouais, Ouais, je crois je crois que c'était écrit, écrit, tu sais, avec les petites règles là où on peut tracer les lettres et tout. ok. Apparemment, ça existait à l'époque, mais en tout cas, sinon, elle avait utilisé, tu sais, une règle quoi, pour tracer un S à la règle, pour pas que on voit, pour pas qu'on reconnaisse son écriture ou qu'on fasse des comparaisons et qu'on la retrouve, quoi. Donc, qui est Louise? Encore une fois, on ne sait pas. Plus de questions que de réponses dans cette affaire. Mais l'enterrement se déroule sans encombre, peu après, avec pour seule présence des officiers de police. Il y a vraiment personne qui est venu le jour de l'enterrement. Mais les policiers ils vont revenir surveiller la tombe pendant quelques jours, déguisés en employés de cimetière, pour voir s'il y a quelqu'un qui allait finir par venir voir la tombe, mais personne n'est venu. Au moins ils l'ont fait, j'ai envie de dire. Ouais, alors qu'il y aurait pu y avoir des curieux, tu vois, qui seraient venus. Ouais. Genre, si t'avais été à Bah l'époque, après, dans le coin, est-ce que tu y serais allé sur la tombe? c'est sûr. Ouais, bah oui. Mais je pense que peut-être qu'ils ont de je pense qu'ils ont dû demander peut-être s'ils ont vu quelqu'un, ils ont dû lui demander: «Vous êtes qui?» et tout, Ouais. tu vois? Peut-être qu'ils leur ont puis au final, personne de suspect n'est venu, j'ai envie de dire. On va dire ça comme ça. Ouais. Quelques jours passent, puis nouveau rebondissement, une femme contacte le Kansas City Journal pour leur dire qu'elle avait lu un de leurs articles et qu'elle était pas contente parce qu'il disait que l'homme retrouvé mort dans la chambre 1046 serait enterré dans une fosse commune. Sauf que c'était faux, qu'il avait reçu un enterrement tout à fait digne et qu'il pouvait aller demander aux pompes funèbres et aux fleuristes qui s'en étaient occupés. Ils allaient confirmer tous ces dires. Voilà, elle n'était pas contente. Il n'était pas enterré dans une fosse commune. Hmm. Quelqu'un avait payé, elle. Voilà. Et donc, ils lui ont demandé: «Mais vous êtes qui?» Et elle leur a répondu: «On s'en fout qui je suis. Je sais de quoi je parle». Donc ils insistent et lui demandent ce qui s'est passé, qui est-ce qui l'a tué. Encore une fois, ils en profitent parce qu'on dirait qu'elle a envie de parler. Et elle répond avant de raccrocher: «Il s'est mis dans le pétrin». C'est tout. Ok. Voilà, donc Roland, il a cherché la merde apparemment. Et il a eu ce qu'il mérite. En tout cas, c'est ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. L'enquête avance pas plus jusque l'année d'après quand une femme du nom de Ruby Ogletree, qui était en train de lire un article à propos de l'affaire dans un magazine, avec une photo, enfin la même photo, comment on dit là? Le même portrait robot, le même dessin de Roland. Ouais, qui a été publié Heu, précédemment. ouais,
eh bien, elle va le reconnaître immédiatement. C'est le visage de son fils. Ah, Son fils qu'elle a pas vu depuis 1934. Elle dit qu'il s'appelait Artemus et qu'il avait 17 ans. Donc il est beaucoup plus jeune que la description de Roland qui était celle d'un homme entre 20 et 35 ans. Mais au final, la police, elle reconnaît cette identification comme officielle. Roland est bien son fils Artemus. Voilà, donc il a une identité maintenant. ok, mais attends, c'est vachement large, tu sais, 17 à 35 ans, Ah ouais, non mais ils ont 20 dû ans, regarder c'est vite déjà fait, large. quoi. Ouais, non mais c'est ce que je me suis dit aussi. Entre 20 et 35 ans, c'est déjà large, mais en Mm. plus, s'il avait 17, c'est qu'il faisait pas 35 ans. Enfin bref, Avant, les gens avaient l'air plus vieux, ouais. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais quand peut-être. même, 17 ans, 35. Ils ont donné une fourchette, hein, ils ont fait ce Ouais. qu'ils ont pu. Chose bizarre, elle avait reçu 3 lettres de son fils depuis son départ, mais elles étaient datées du printemps 1935, donc c'est après sa mort, du coup. Donc c'est pas possible qu'il les ait écrites lui-même, puisqu'il est mort en janvier, Mm. et elle les a reçues au printemps. Des lettres dans lesquelles il dit partir pour New York, ensuite en Égypte carrément. Donc voilà, il est mort, mais apparemment il continue de voyager. En plus, elle dit que son fils ne savait pas taper à la machine à écrire et que le langage utilisé dans les lettres était trop familier. Son fils ne s'exprimait pas comme ça, en tout cas pas avec elle, et encore moins dans une lettre, hein, parce que c'est assez formel à l'époque. C'était pas du tout sa manière de parler, elle reconnaît pas son fils. Ouais, elle recevait les lettres justement pour éviter, pour éviter tout soupçon, pour éviter qu'elle le recherche, quoi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui écrivait les lettres pour faire genre qu'il était toujours en vie. Mm. La mère reçoit un appel anonyme en août 1935 qui dure quand même une trentaine de minutes d'une personne qui dit être originaire de Memphis dans le Tennessee et il saurait où se trouve son fils. Il serait au Caire en Égypte. Que son fils lui aurait sauvé la vie dans une bagarre et qu'il ne pouvait pas la joindre lui-même parce que bah voilà, il habite en Égypte, il est marié à une femme très riche et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, je vois pas pourquoi il pourrait pas l'appeler, mais ok. Bah, surtout si sa femme est très riche, c'est pas un problème de forfait, quoi. Ouais, je pense, ouais. Il rajoute qu'Artemus ne peut pas lui écrire non plus parce que il aurait perdu un de ses pouces dans la fameuse bagarre. Mm. Alors, excusez-moi, mais tu peux quand même taper à la machine à écrire avec Avec 9 doigts. 9 doigts. Ouais. Je sais pas compter. Avec 9 doigts, c'est quand même faisable. Ouais. Bref. C'est faisable. Non mais voilà, il lui dit non mais en plus, vraiment, il peut pas vous écrire parce qu'il lui manque un pouce. La mère dira à la police que la personne paraissait très agitée au téléphone et irrationnelle dans ses propos, mais elle avait l'air quand même de bien connaître son fils bizarrement. On découvre quelques temps plus tard que son fils Artemus Ogletree aurait séjourné dans un 3e hôtel et après quelques recherches, ils se rendent compte qu'il n'était pas tout seul, il était avec un autre homme. Donc il se baladait dans la ville de Kansas City d'hôtel à hôtel avec un autre homme. On ne sait pas qui, mais du coup peut-être que c'était Don. Ah oui, Possiblement. le mec qui l'attendait au départ. Ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, il allait d'hôtel en hôtel à Kansas City. Donc le premier qui était trop cher, un autre, et il y avait toujours histoire d'un autre homme avec lui en fait. Mm. En 1937, la police a peut-être un semblant de piste quand la police de New York arrête un homme nommé Joseph Martin. Ça devait être Joseph Martin. Et il l'arrête pour meurtre. Il aurait tué un homme avec qui il aurait partagé une chambre et aurait jeté le corps dans un coffre de voiture en direction de Memphis. Mhm. Memphis, on parlait Ouais. de Memphis tout à l'heure. Ouais. Enfin, le gars anonyme, il appelle de Memphis. Donc ça se lit. Hein. Lui aussi avait plusieurs noms, plusieurs alias, et l'un d'entre eux était Donald Kelso. Donc ça commence par Don. Ouais. Enfin, après, c'est un alias, mais quand même, il y a plein de prénoms dans le monde. Et comme par hasard, il y en avait un, c'était Donald. Est-ce que ça pourrait être Don La police n'arrive pas à joindre les deux affaires ensemble, donc son implication dans le meurtre de Roland, elle est mise de côté, et par manque de preuves au fil des années, ils ont fini par lâcher l'affaire. Ça pourrait Voilà. être probable, mais ils ont rien, quoi. Ouais, mais du coup, c'est des coïncidences Mm. très bizarres. Et là, on va faire un grand bond dans le temps jusqu'aux années 2000, 2012 plus précisément. Le docteur John Horner
un historien de la bibliothèque de Kansas City écrit brièvement sur l'affaire. Il publie 2 articles sur le blog de la bibliothèque dans lesquels il révèle qu'en 2003, il a reçu un appel anonyme. Fatigue avec leurs appels anonymes. Un appel anonyme de quelqu'un qui se disait proche de l'affaire, mais qui n'est pas dans le même état. Donc il n'est pas du Kansas City, peut-être de Memphis, comme l'appel de la mère. Voilà. Et la personne veut lui parler du fameux Artemus. Donc il ou elle va lui dire qu'il a trouvé une boîte dans laquelle il y a une panoplie de coupures de journal en relation avec l'affaire, et qu'il ou elle est tombé sur cette boîte suite au décès d'une personne âgée, et que voilà, ils sont tombés dessus en rangeant ses affaires après sa mort. Et cette boîte contiendrait vraiment beaucoup d'informations sur le meurtre de Roland. Et il y avait dans cette boîte un objet dont la police fait référence dans leur rapport et qui apparaissait également dans les articles de journaux de l'époque. Donc voilà, quelque chose en rapport avec l'affaire, peut-être un objet retrouvé sur la scène de crime, sur le corps, en tout cas quelque chose qui montre que la personne décédée qui gardait cette boîte, elle était bel et bien connectée à cette affaire et elle en savait plus que tout le monde parce que carrément elle gardait les objets, quoi. Donc voilà, toutes ces années après, c'est quand même dingue de se dire que tout ce temps-là, il y avait quelqu'un qui connaissait la vérité et qui l'a gardée pour lui jusque sa mort. Après, ça fait un petit peu fanatique, hein, les coupures de journal, etc. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, sinon ça pourrait être quelqu'un super intéressé par le dossier à l'époque et qui a collecté tout ce qu'il pouvait, quoi. Aussi. Mais pourquoi il a le bonus, c'est quand même qu'il a un objet qu'il n'est pas censé avoir. Ouais. Un objet important dans l'affaire, quoi. Donc la personne qui appelle pour leur parler de la boîte, donc c'est ce que je disais, elle conserve encore le mystère en passant des coups de fil anonymes déjà, elle dit pas son nom. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais son histoire de ouais, c'était la boîte d'un mort, etc. Mais je comprends pas pourquoi elle continue à garder le secret. Bah Tu oui. peux dire j'ai trouvé une On est boîte, je vous 70 ans l'envoie. après, là. Ouais, voilà, je vous l'envoie, regardez. Enfin, même ça peut être intéressant. Enfin, je dis pas, faut passer à la télé. Hein, le but c'est pas d'être famous ou quoi, mais de dire regardez, il y a un truc intéressant pour une affaire, ça date, etc. Enfin bon, bref. Donc moi je trouve que les appels anonymes, ça commence à faire beaucoup là, et que c'est louche en fait. Je me disais aussi que si t'es pas de la famille du tueur, enfin même si t'es de la famille du tueur, c'est pas toi le tueur. Quand tu récupères la boîte, c'est pas toi. Enfin, ça te Ouais, regarde pas. tu vas pas aller en prison pour ça, quoi. Ouais, voilà, il y a prescription. Enfin, je pense qu'il y a prescription quand même. Bref, au final, le coup de téléphone, il sert à rien. En vrai, à part dire j'ai une boîte mystère. Enfin, il sert vraiment à rien. Il Ouais, apporte rien à il la. fait pas avancer l'enquête, ouais. Non, il fait même pas avancer l'enquête. Donc cette personne anonyme, encore une fois, ça fait pas avancer l'enquête. Juste, Ouais, mais ça rajoute. la police, elle a quand même été impliquée, vu qu'elle a confirmé qu'il y avait un objet que seul le tueur pouvait connaître. Après, moi, j'ai pas mention de l'objet ou la police qui dit oui, il y avait tel ou tel objet. Enfin, tu vois, un inventaire de tout ce qui aurait pu. Enfin, c'est peut-être un truc qui manque ou quoi. Vu qu'on sait pas du tout ce que c'est. Après, je sais pas. Peut-être que la personne au téléphone, elle a dit oui, j'ai un objet en plus, un objet très important, que même la police, elle en a parlé. Mais peut-être que c'était même pas vrai du tout, tu vois. Ouais, ça se trouve, c'est vraiment un appel. Mais pourquoi 70 ans plus tard, quoi? Parce que soi-disant, la personne est morte Ouais. et quelqu'un est tombé dessus. Mais le truc, c'est que si t'es tombé dessus, pourquoi tu fais encore la personne anonyme? Enfin, c'est bon. Elle voulait. Après, si tu veux pas révéler l'identité de la personne qui vient de décéder, ok, mais enfin bon. Peut-être dans la boîte aussi, c'était écrit ne le dire à personne. On sait jamais. Et puis aussi, j'ai pensé que peut-être le gars, le bibliothécaire là, qui écrit son article, peut-être qu'il a inventé aussi cette histoire de coup de fil anonyme. On sait jamais, hein, pour donner un petit boost à sa carrière d'écrivain de post de blog en ligne là. Peut-être qu'il s'est dit, vous savez, parce que c'était il y a quand même 12 ans, hein, il dit en 2012 que en 2002, il a reçu un appel anonyme. Ouais, il a attendu 12 ans pour le dire. Bah ouais, carrément. Ils sont tous louches. Mais oui, en fait, il n'y a rien qui va. Arrêtez-les tous. Il y a rien qui va dans ce truc. Donc voilà. Là, c'était toutes les infos sur le meurtre et non, je vais vous en dire après, hein, parce que je ne vais pas tout révéler non plus.
Mais ça, c'est tous les trucs qui restent non résolus, on va dire en 2012. Et maintenant, on va parler de quelques théories de, de ce qui a bien pu se passer dans cette chambre, puis après aussi, hein, parce qu'avec tous les appels anonymes, Mm. il s'en passe des choses. Alors déjà, la première théorie la plus simple, enfin la première théorie, la première explication, c'est qui est Don et pourquoi il a tué Roland. Parce qu'on se dit que c'est lui qui a tué Roland, hein. Il y avait personne d'autre. Enfin, Artemus, pardon, maintenant il s'appelle Artemus. Bah, il y avait possiblement une femme, Euh, a priori. Enfin, oui, il y on avait n'est pas sûr, possiblement hein. une femme. Ouais. Enfin, on va partir sur juste Don pour l'instant. Ouais. Pourquoi est-ce que son ami l'aurait tué? Pourquoi est-ce qu'il se donne rendez-vous dans un hôtel? Pourquoi il le tue dans un hôtel? Parce que c'est pas très discret. Est-ce que c'est vraiment son ami déjà? Après, bon, c'est peut-être une manière de parler, de dire j'attends un ami, que de dire j'attends. Bon, bref, on peut Ouais, dire tu vas j'attends pas dire, quelqu'un. ouais, tu vas pas dire j'attends le mec qui va me tuer. C'est vrai. Euh, donc voilà, je pense pas que c'était son ami, hein. Qui sait, même Don, est-ce que c'est un mafieux? Parce que Don, c'est un petit peu un nom de mafieux, hein, on va pas se Ah, mentir. ça fait un peu italien, hein. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un dealer? Pourquoi est-ce que Ronald utilise une fausse identité aussi dans deux hôtels différents? Pourquoi il est parti de chez lui aussi en 1934 à 17 ans, de chez sa mère? On se demande. Parce que depuis 1900, pendant un an, là, ça fait un an en fait qu'il voyage. Et on dirait qu'il cherche à fuir quelque chose. Puis il fait le mec mystérieux qui s'assoit sur des lits dans le noir. Donc Ouais, même lui, carrément. il est louche. Voilà. Et puis qui est la femme en question que la femme de chambre... j'ai dit la femme de chambre. La femme de la chambre d'à côté a entendu. Il y avait une femme Mm. qui est intervenue apparemment. Enfin, possiblement. On ne sait pas si c'était à la fête, mais moi je pense qu'on va dire que c'était dans la chambre 1046. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une dispute vers 16 heures déjà, vous savez, quand ils étaient en train de chuchoter, enfin non, quand ils étaient en train de discuter, quand Marie est revenue, la femme de chambre, elle écoutait à la porte et que ça lui a dit non, repars avec tes serviettes, on n'en a pas besoin. Déjà, c'était une conversation tendue apparemment. Elle disait que c'était tendu, elle s'est dit bon, je vais me casser. Et puis plus tard, c'était encore plus tendu quand les insultes, elles ont fusé avec donc, la femme en question, femme anonyme. Mais en fait, ça a duré vachement longtemps parce que ça a commencé la veille aux alentours, je sais pas, de 16 heures. Et la nuit, ils discutaient encore. Après, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Peut-être que le Don, on va dire que c'était Don, peut-être qu'ils ont parlé ensemble, il est ressorti, ensuite il est revenu vers 20 heures avec une femme, et là ils se sont tous les trois pris la Ouais. tête. Peut-être, on peut pas savoir. En vrai, là on n'a pas trop. Ah si, on a un. Alors, je l'ai pas écrit dans mon histoire parce que j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais on a le gars, je sais pas comment ça s'appelle, qui travaille dans l'ascenseur. Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait opérer l'ascenseur Ouais. de haut en bas, qui dit un petit peu les allées et venues de femmes. Enfin, une femme qui est habillée un peu en commercial, apparemment. On sait pas trop ce que ça veut dire. Et qui cherche quelqu'un dans la chambre 10-26. Donc ça ressemble à 10-46, mais elle dit je cherche un homme dans la chambre 10-26 et genre elle a pas trouvé, puis elle est repartie. Voilà, donc peut-être qu'elle cherche chez Donne. Enfin bon. Donc ça c'est un détail, mais apparemment il y a des allées et venues un petit peu, mais bon. Au final, il en sait pas plus sur les déplacements de Donne et de Donne et de la femme qui viennent s'embrouiller là Bah, le soir. ils ont forcément été vus, mais c'est vrai qu'il devait y avoir pas mal de clients et ça doit être compliqué de savoir si c'est un client ou si c'est quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, et puis il y avait la fête aussi à côté, donc il devait y Ouais. avoir du monde qui monte et qui descend. Et un truc aussi qui est quand même perturbant, c'est pourquoi est-ce que Roland, enfin Artemus, il les protège à la fin vis-à-vis du policier qui lui pose des questions alors qu'il est au bord de la mort. Il dit non, je me suis cogné la tête dans la salle de bain, sauf qu'il y a du sang partout sur les murs de la chambre, le plafond, etc. Ces trucs autour du cou, il se fait torturer, frapper. Enfin, pourquoi est-ce qu'il dit pas ce qui s'est passé et il maintient qu'il était tout seul alors que ça fait 2 jours qu'il y a des gens qui disent qu'il attend un ami, euh, qu'il y a des voix à l'intérieur qui se disputent. Enfin voilà, quoi, ça fait aucun sens. Et du coup, c'était que son sang, à lui. Ah bah,
En 1930, Ah, il y avait pas, je je sais pense pas pas. qu'on puisse déterminer que c'était le sang de qui. Ouais, parce que Je pense repeindre pas. En tout cas, j'ai pas tous l'info. les murs d'une chambre avec le sang d'une seule personne, il devait être sacrément amoché le gars quand même, hein. Bah, de toute façon, il en est mort, donc ouais. Non, mais bah, apparemment, c'était son sang. Après, je pense. Enfin, moi, c'était pas noté dans l'histoire le sang de qui c'était, mais je pense pas que même en 1930, ils étaient capables de déterminer ça. Je sais pas. Je suis pas sûre. Hmm. Déjà, l'ADN, ça n'existait pas, donc. Est-ce que c'était une histoire d'infidélité et de règlement de compte, comme le disait la femme au téléphone? Peut-être. Moi, je pense que c'est sûrement la théorie la plus développée, on va dire. Parce que la femme, elle n'arrête pas d'appeler anonymement. Genre, elle est vraiment impliquée, elle envoie de l'argent, elle dit que c'est un connard, mais que enfin, voilà, qu'il a eu ce qu'il méritait, mais s'il vous plaît, enterrez-le près de ma sœur, pas dans une fosse commune. Elle dit son nom, Louise. Je sais pas si c'était le nom de sa. Enfin, possiblement, c'est le nom de sa sœur, je pense. S'ils étaient fiancés. Attends, la sœur de qui? La sœur de la meuf qui appelle? Ouais. Non, bah, du coup, on doit savoir qui est la fille qui appelle si on connaît sa sœur. Bah ouais, mais apparemment, ils ont trouvé personne, hein. Putain, c'est ouf. Mais ouais, c'est bizarre parce que du coup, si on sait que c'est Artémus, la mère d'Artémus, elle doit forcément savoir avec qui il avait l'intention de se fiancer. Ouais. Enfin, de se marier. Bah, après, il Donc, était parti depuis un an. En fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais, j'avoue. En fait, moi, la théorie là, de l'infidélité, j'y crois pas trop. Parce qu'en fait, quand il avait pas un comportement. Enfin, tu vas pas changer d'identité, tu vas pas te barrer pendant un an parce que t'es infidèle. Puis t'as que 17 ans, quoi. On peut être infidèle à 17 ans, est-ce que c'est grave? Bah, bah, il était fiancé. Il avait dit Ah à oui, une il meuf, était je vais me marier fiancé. Non, avec mais toi. c'est vrai Et que au final, voilà. ouais, à 17 ans, à l'époque, t'en avais 30 quoi, dans la tête. Et puis en plus, ouais, c'est vrai. Et puis en plus, sa sœur, elle a l'air d'être morte. Donc j'espère qu'elle est pas morte à cause de ça. Enfin, tu vois, qu'elle s'est pas suicidée ou quoi. En tout cas, sa sœur, elle est bien en colère contre lui. Elle lui dit qu'elle ben, voilà, elle l'a mérité, etc. Que, en gros, elle appelle pour faire une tombe, mais on dirait que c'est selon le souhait de sa sœur, qui forcément, bah, elle devait l'aimer, hein, le Artemus. Donc voilà, elle s'occupe de son sort et tout. Enfin, je trouve que, enfin, c'est un peu louche. Enfin, pour moi, la femme qui appelle et tout, elle a une histoire qui est quand même Il y a un lien. solide, je Ouais, trouve. il y a un lien entre les deux. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'elle a dit la vérité en parlant de l'infidélité, quoi. Valentine, s'il veut fuir quelque chose, il a peut-être fait appel à quelqu'un pour se faire tuer. Peut-être que la personne qui est venue serait un tueur à gages. Ça pourrait être possible. Ouais, c'est ce que j'avais écrit. Du coup, je m'étais dit que peut-être, parce qu'elle lui dit hein, qu'elle a organisé un guet-apens, la sœur. Elle dit, je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais qu'elle a fait venir les deux femmes, donc sa sœur et bah, la femme avec qui il a trompé, dans l'hôtel. Donc c'était fait exprès. Donc possiblement qu'elle a engagé peut-être le mec qui s'est fait arrêter à New York, Donald, le gars qui s'appelle Donald là, Ouais. pour tuer Artemus, vu que c'est un criminel. Ou peut-être juste lui faire peur, hein, mais bon, au final, je sais pas si elle l'aurait tué devant sa sœur, devant sa fiancée, enfin c'est un peu hardcore. Donc pour moi, je pense que c'est la piste la plus fournie. Je sais pas, moi je pense qu'il y a dû avoir une histoire de meuf. Mais ouais, que je sais pas, le guet-apens, ça me paraît réaliste son histoire. On dirait en fait, on dirait qu'elle était là, la femme, au final, Possible. enfin Ouais. sa sœur. Et je me dis que comme elle prend à cœur le sujet parce que c'était sa sœur, enfin qu'elle dit la vérité, tu vois. Puis même, elle fait un effort quand même, elle paye pour enterrer le gars qu'elle a voulu tuer et qui a trompé sa sœur, quoi. Donc quand même, enfin je sais pas, je trouve que ça fait un témoin quand même assez solide. Enfin, il y a une histoire derrière qui est solide, je trouve. Ah bah c'est des choses. Je sais pas. C'est sûr, et c'est des choses, quoi. Déjà, Ouais. le fait qu'elle veuille financer l'enterrement, tout ça, les funérailles, et puis a priori, bah, 25 $ à l'époque, c'était quand même assez élevé. Tu filais pas 25 $ à tout le monde, quoi, en 1930. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que moi je pense que c'est ça. Après, voilà, j'ai aucune autre information, donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi je penche pour le truc d'infidélité. Ouais, je pense Ou pas. alors une histoire de t'as fait du mal à ma sœur ou t'as fait un coup bizarre, donc tu mérites, tu vas payer, voilà. On te fait un coup. Moi je pense que c'est ça.
Ouais, Sinon, je vois pas ce que c'est, hein. ouais, non, c'est sûrement un truc comme ça. Après, je trouve que c'est bizarre après que, une fois que t'as fait ton coup, bah, tu cherches quand même à l'enterrer dignement, tu vois? Bah, je pense que c'était les peut-être que sa sœur, lui a fait elles se sont fait une promesse, je sais pas, peut-être sa sœur avant de mourir, elle lui a demandé: «S'il te plaît, quand même», tu vois, des trucs comme ça à l'époque, ils avaient un Ouais, petit peu genre: «Oui, je ferai ça pour toi, t'inquiète pas, je le déteste, mais oui». Ouais, tu vois? ouais, Peut-être. c'est assez ouf et au final, ils l'ont pas tué, hein? Ils voulaient peut-être pas le tuer. Non, Ils voulaient peut-être pas le tuer. ouais. Bah, il est mort de ses blessures, hein, mais Ouais, bon, ils ont peut-être pensé qu'il était mort, hein, parce qu'il y avait du sang partout, ouais. le gars il est à terre. Bon après il est comme ça, à 4 pattes, donc je sais pas s'il se tient d'une manière parce qu'il est à 4 pattes, donc ça tient tout seul. Je sais pas en fait si Mmh. tu peux ton ah non, mais il était attaché aussi, donc peut-être Ouais, il ça était tient tout seul attaché. comme un poulet. Ouais, comme un petit rôti. Genre, tu sais, Il y peut-être a ça tient tout seul. il y a Valentine qui dit dans le chat qu'il y avait peut-être une histoire comme quoi, le gars serait gay, sûrement un rapport à l'infidélité. Ah! Mais c'est Bah oui, vrai que peut-être. quand tu as dit, que pendant, quelques mois, il faisait plusieurs hôtels avec un mec, Oui, et ouais, moi j'ai aussi j'y ai pensé, mais c'est ouais, vrai j'y ai que pensé aussi et je me suis dit: «Bah, 1935 quoi, c'est pas 2022, hein. peut-être. C'est pas pareil, quoi». Ouais, sûrement, c'est vrai que je l'ai pensé, mais dans ma tête Et et là, j'ai du pas coup, ce serait plus qu'une infidélité, tu vois? Ce serait aussi peut-être la honte sur la famille ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être, genre, bah, putain, il est infidèle, en plus, il fait ça avec un homme, bah, voilà, on va le tuer, quoi. Je sais pas. ouais, possiblement. Sinon après je vois pas trop, hein, à part si c'est un espion. Mais en fait le truc c'est qu'après toutes les autres théories tiennent pas trop debout vu qu'à cause de la femme qui appelle. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Si elle était pas là pour appeler et dire: «Oui, ma sœur, oui, il a ce qu'il mérite, gna gna gna». Ce que je vois mal, il avait l'air d'être quand même assez, pas corpulent, mais il avait l'air d'être grand. Enfin je sais pas, juste à voir sa tête, il avait l'air d'être grand et balèze. Donc, je vois pas une femme, venir le tuer. Puis en plus, ils avaient l'air d'être 2 dans la pièce. La femme a même touché le téléphone. D'ailleurs, pour faire quoi? Peut-être qu'elle a appelé la réception. Enfin bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une femme, toute seule. C'est pas la sœur qui appelle anonymement qui l'a tué. Enfin, Elle a je peut-être vois pas les autres théories du coup, ouais, elle a peut-être touché le téléphone pour qu'il reste, décroché justement pour pas être dérangé ou un truc comme ça, je sais pas. Mais ouais, ouais, c'est, très intriguante cette histoire. Moi, je la connaissais pas, tu vois? Elle est bien, mais bon, ça rend dingue, hein. Bah, ouais, on n'aura pas de réponse, hein. De toute façon, maintenant, elle a presque 100 ans, cette histoire. Après, tu sais pas, il y aura peut-être un appel anonyme, bientôt.